Bonjour tout le monde, content de vous retrouver en ce mercredi 29 juin 2022. Le Bitcoin se stabilise sur les environs des 20 000 $, l'Ether également 1100 $. Si on regarde le graphique du Bitcoin en weekly, donc chaque bougie ici représente une semaine, le plus bas qui a été atteint c'est donc les 17 700 $ le 18 juin. Aujourd'hui on a subi cette baisse depuis le mois de novembre. On peut dessiner quelque chose d'assez intéressant qui représente une AB égale 7L, c'est-à-dire qu'on reprend toute cette première baisse, on copie, on colle cette ligne, et voilà, c'est un objectif qu'on avait vu ensemble déjà, et on observe que cet objectif nous amènerait, si jamais on reproduit la même baisse que la précédente, ici aux alentours des 12 000 $. Alors est-ce qu'on va l'atteindre? Bien sûr que je n'en sais rien, vous vous en doutez. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est se mettre un Fibo de prolongation ici, le positionner comme ça. Donc en fait, je refais exactement le même travail que je veux faire. Enfin que je viens de faire, pardon, c'est-à-dire que ces deux lignes finalement ça représente la même chose, sauf que je l'ai fait avec un Fibonacci. On observe bien ici que les 100%, ça correspond bien finalement aux 12 100 $, c'est le bas donc de cette ligne. Et si on zoome ici, on voit qu'il y a d'autres objectifs. C'est ça l'avantage de mettre le Fibo, c'est qu'au lieu d'avoir une ligne qui représente 100%, vous allez pouvoir matérialiser ici les 85,4%, les 76,4%, les 68%, qui sont généralement des chiffres pertinents. D'ailleurs, on l'a vu pendant cette baisse, pendant cette deuxième baisse ici, on a vu qu'on s'est arrêté pile poil de façon très précise ici sur les 61,8 au niveau de cette mèche lors de cette semaine du 9 mai pour rebondir dessus. Donc ça a bien joué son rôle de support, cette ligne des 61,8. Derrière, on voit qu'on est allé plus bas, donc on a cassé les 78,6, on a touché quasiment les 85,4. Là, c'est moins précis, effectivement. On n'a pas touché de façon très précise les 85,4. On s'est arrêté légèrement avant aux 17 700, alors que les 85,4 étaient aux 17 400. Mais vous voyez, c'est quand même assez précis tout de même. Et derrière, eh bien voilà, l'objectif suivant, si jamais on devait casser cette zone de prix sur laquelle nous sommes par le bas, sachant que ça fait 2 semaines que nous y sommes, et que 2 semaines c'est court, ça fait peu de temps que nous sommes aux 20 000 finalement. Regardez ici, nous étions restés entre les 33 et les 47 000 pendant une sacrée période de temps. Là, effectivement, nous débutons à peine cette latéralisation ici aux 20 000 $. C'est donc bien trop tôt pour savoir si effectivement nous sommes sur le bottom ou non, puisque regardez, la semaine, nous avons touché les 17 700 ici, ça fait 2 semaines simplement que nous latéralisons ici. Il faudrait commencer à voir des choses intéressantes se produire avec des WS confirmés avant d'imaginer vraiment une hausse s'opérer. On voit qu'ici, c'est pas encore le cas et que c'est quand même loin d'être le cas. Bien sûr qu'on peut aller plus bas. Donc ce qu'on fait en général quand on investit, c'est qu'on est conscient qu'on ignore totalement le prix que le Bitcoin atteindra. Par exemple là, si on souhaite investir parce que le Bitcoin a énormément chuté, on peut investir maintenant la totalité de son argent, mais on n'est pas certain, évidemment, qu'on n'ira pas plus bas. Voilà, ça peut arriver, donc c'est toujours bien de se garder de la liquidité pour acheter plus bas au cas où, puisqu'il faut admettre que c'est impossible de savoir dans quel sens le cours ira. Malgré tout, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le prix du Bitcoin a énormément chuté, qu'on est revenu sur son prix de production, qu'on est revenu sur son ancien sommet de 2018, et qu'effectivement, après une baisse pareille, un sentiment de marché très très faible, on peut estimer que ça commence à être vraiment des bons niveaux. D'ailleurs, ça l'est probablement même depuis que nous avons touché les 30 000. Déjà ici, j'estimais, je le disais sur la chaîne, que c'était des bons niveaux pour investir. Malgré tout, aujourd'hui, on voit qu'on retourne aux 20 000. Eh bien, j'estime que c'est toujours un bon niveau pour investir. Donc pour les personnes qui achètent par palier, vous avez vos niveaux d'achat sur plusieurs paliers. Derrière, vous lissez votre prix d'achat sur une période de temps de 1 an, 2 ans, etc. pour profiter, pourquoi pas, du prochain cycle, s'il a lieu dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais sachez tout de même que le marché, finalement, commencera à monter uniquement lorsque vous en aurez marre d'attendre. C'est-à-dire que quand vous en avez marre, que vous souhaitez sortir du marché parce que finalement il ne se passe rien depuis 2 ans, le Bitcoin par exemple dans 1 an vaut 14, 12, 10 000 $, vous êtes en négatif sur votre portefeuille, finalement vous vous demandez pourquoi est-ce que vous vous êtes tant investi dans les cryptos, à vous renseigner, à aller chercher les bons projets, etc. Et vous allez commencer finalement à vous dire que c'est peut-être pas le moment d'investir, c'est peut-être finalement un peu mort et que vous abandonnez un peu le truc. Et puis derrière, dès que vous allez voir une petite poussée s'opérer et que le Bitcoin va monter aux 20 000, il va surtout pas falloir revendre vos cryptos, même sur un x1,5 ou sur un x2. Parce que quand le marché finalement ne fait rien pendant 2 ans, le problème c'est que lorsque vous allez voir un x1,5 ou un x2, vous allez être tellement content que vous allez prendre vos profits. Mais raisonner par palier, c'est-à-dire que même si vous avez vraiment envie de prendre des profits lorsque une hausse s'amorce, eh bien faites-le, mais gardez toujours de la liquidité.
gardez toujours des cryptos au cas où si le marché va plus haut. Parce qu'on l'a vu ici, hein, le marché ne s'est pas arrêté hein, finalement. Si vous avez acheté du Bitcoin au 7-8 000 et que vous l'avez vendu au 16 000, donc au double, ici, sur l'ancien sommet quasiment, et bien finalement vous avez manqué toute cette hausse. Hein. Et donc c'est vrai que c'est toujours bien de revendre par palier comme lorsqu'on l'on achète, de façon à gagner aussi également le plus longtemps possible de l'argent. Même si c'est seulement avec 20% de votre argent total. Hein, c'est toujours bien de profiter de toute façon d'une hausse. Et puis la dernière chose aussi également à retenir, c'est que pendant un marché baissier, pendant un bear market, il y a quand même du mouvement. Hein. Puisque pendant cette période-ci, voilà, vous avez quand même un Bitcoin qui a pris ici 300%, donc x4, pour ensuite en perdre à nouveau 66%, donc il divise son prix par 3, donc il passe de 14 ici à approximativement 4000 $, hein, donc ça fait... ouais, ça fait même un peu plus que division par 3. Et bien, vous savez, c'est le genre de scénario, le genre de choses qui peut se produire également. Hein. C'est-à-dire que là, on peut très bien avoir un Bitcoin qui descend aux 10 000 pour ensuite remonter aux 40 000, donc x4, pour rediviser ici, retourner aux 16 000, et nous former peut-être ce W par la suite. J'en sais rien, je spécule, j'en ai aucune idée de ce qui va se passer. C'est simplement pour vous dire que c'est possible d'avoir un Bitcoin, hein, si on refait quelque chose de similaire à ce que l'on avait vu ici en 2018-2019, et bien, quelque chose qui descende ici aux 10 000, voire aux 7 000 $, pour aller nous chercher les 20 000, les 25 000, voire les 30 ou 40 000, pour ensuite voilà, continuer à latéraliser et à ranger entre deux bornes qui vous paraissent très éloignées l'une de l'autre, mais en fait pour le Bitcoin c'est quelque chose de normal puisque c'est un actif qui est très volatile. Il risque d'être de moins en moins volatile, donc peut-être qu'on n'aura pas une volatilité aussi importante. Donc peut-être pas du 400%, mais qui sait du 200, du 300%, pourquoi pas, voilà. Donc c'est à suivre. Donc aujourd'hui on va aller voir un peu le Bitcoin sur un time frame plus court, voir ce qui se passe en 1 heure, en 4 heures, mais ça sera assez rapide. On va aller voir également l'order flow, il y a des choses intéressantes à dire sur le Bitcoin, et puis on va enchaîner ensuite avec les altcoins, notamment une altcoin dominance ici qui est revenue chercher une zone de résistance assez importante. On va comparer ça d'ailleurs avec l'altcoin dominance qui exclut la capitalisation de l'USDC et de l'USDT, qui sont les deux plus gros stablecoins. Hein. Je n'exclus pas tous les stablecoins, mais voilà. Donc ceux qui comprennent pas trop ce que je raconte, si vous êtes nouveau, vous vous demandez ce que c'est l'altcoin dominance. C'est la puissance des altcoins par rapport au Bitcoin. C'est-à-dire que lorsque l'on a une altcoin dominance qui monte comme ça, c'est-à-dire, regardez ici, qui prend 150%, ça veut dire que vous avez des altcoins qui performent 2,5 fois plus que le Bitcoin pendant cette période de temps. Et pendant cette période de temps, c'était quoi ? C'était, c'est juste pour vous dire, entre le 15 mars 2021 et le 24 avril. Donc c'est une période de temps où le Bitcoin également a multiplié sa valeur par 2. Donc vous imaginez bien que c'était très intéressant de posséder des altcoins pendant cette période, puisque voilà, la plupart ont fait des x10, il y en a certains qui ont fait même des x50, des x100. C'est quelque chose qui est arrivé et qui se reproduira certainement plus tard, mais on n'est pas dans une phase de marché qui le permet aujourd'hui, vous vous en doutez bien, mais c'est pour ça que c'est quand même le moment intéressant de lisser des achats, notamment sur les cryptos qui font partie de ce top 100 que vous avez à l'écran ici, hein, vous voyez. Mais voilà, ça reste quand même beaucoup plus risqué pendant les phases de marché actuelles d'aller investir dans des petits projets, puisque il y a quand même énormément de cryptos qui disparaissent hein, sur la quantité totale de crypto-monnaies qui s'élève aux alentours des 11 000, donc 11 000 cryptos. C'est vrai que il y en a une forte partie qui probablement n'existe plus aujourd'hui et qui existait il y a 6 mois. Lorsque c'était l'euphorie. Et le phénomène est assez simple à comprendre, hein, c'est régi par l'offre et la demande. Si plus personne ne veut acheter de cette crypto et si toutes les personnes qui en ont, ou la plupart désirent le vendre, effectivement le prix retourne très rapidement vers zéro. Et à ce moment-là, la perte des investisseurs est ultime, c'est-à-dire que plus personne ne voudra acheter de cette crypto puisque son prix est nul et que sa liquidité est nulle quasiment aussi également. Donc c'est la fin du projet, c'est mort, c'est comme ça que ça se passe généralement et c'est comme ça qu'on peut admettre qu'une crypto disparaît. Puisque dans la réalité des faits, la crypto ne peut pas disparaître, elle a un contrat associé sur cette blockchain sur laquelle elle a été construite, elle sera toujours présente, elle existera, mais personne ne voudra en acheter, en tout cas parce que tout le monde se dira qu'effectivement il n'y a aucune raison que cette crypto reprenne de la valeur par la suite. La raison pour laquelle on investit, il y a deux façons finalement. On peut investir uniquement pour la spéculation, c'est-à-dire acheter quelque chose parce qu'on pense que ça va prendre de la valeur par la suite, ou alors acheter quelque chose parce qu'il y a un intérêt, soit dans la vraie vie, ça peut être, je sais pas, vous possédez des cryptos ou un NFT, vous allez pouvoir aller voir avoir un accès à vie sur quelque chose, etc. À un concert par exemple ou à une certaine chaîne de cinéma ou des musées ou n'importe quoi. Ça peut avoir un intérêt sur une plateforme. Binance vous incite à acheter du Binance Coin pour payer les frais de transaction sur Binance, etc.
ou pour participer au Launchpad. Le Binance Coin est également utilisé sur sa blockchain, la Binance Smart Chain, pour pouvoir finalement effectuer de nombreuses choses au niveau de la finance décentralisée, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Le Bitcoin a plus une utilité de réserve de valeur. Les gens en achètent parce qu'ils veulent se séparer de leurs euros, de leurs dollars à cause de l'inflation et souhaitent aller dans quelque chose qui aujourd'hui est encore très volatile, certes, mais qui pourrait se stabiliser. Il y en a 19 millions de disponibles aujourd'hui, il y en aura 21 millions, donc il n'y en a plus que 2 millions à créer, ils ont quasiment tous été créés. Son inflation est très très faible, sa rarification est donc constante au cours du temps. Peut-être qu'on pourrait imaginer que le Bitcoin devienne un or numérique, en tout cas c'est ce sur quoi les personnes qui en achètent pour le garder sur du long terme spéculent, bien sûr. Voilà, donc en fait il y a deux choses à retenir. Si vous avez une monnaie finalement, une crypto-monnaie qui est vraiment élevée en prix en raison de la spéculation, c'est-à-dire que les gens achètent parce qu'ils pensent que ça va continuer à monter, à ce moment-là, son prix est amené probablement à chuter très très fort, puisque c'est de la surspéculation. Si en revanche son prix matérialise par exemple sa valeur, tout simplement, si cette crypto-monnaie-là a une utilité et que les gens sont prêts à l'acheter pour profiter des intérêts que cette crypto apporte et que les gens l'achètent uniquement pour ça, il n'y a pas raison pour que cette crypto-monnaie chute parce qu'il n'y a pas eu de surspéculation dessus. Et donc, les gens qui en possèdent l'ont uniquement pour l'utiliser, pour profiter de ses intérêts, n'ont aucune raison eux-mêmes de la vendre. Et si ces personnes qui la détiennent ne veulent pas la vendre, eh bien, son prix, forcément, ne peut pas chuter. Voilà. Donc, j'en ai fini un peu avec tout ça. J'ai expliqué pas mal de choses, en fait, que j'avais pas du tout prévu d'expliquer. On va enchaîner avec l'introduction. Comme je le disais, on va regarder l'altcoin dominance et puis, bien sûr, quelques altcoins, par la suite, notamment par rapport à notre portefeuille fictif que l'on alimente ensemble depuis déjà quelques temps. Allez, à tout de suite. Alors, on va zoomer un peu sur le prix du Bitcoin, comme je le disais. Je pense qu'on va se concentrer un peu sur cette zone, puisqu'on va aller voir un time frame assez court, notamment le 4 heures. Et si on reprend cette énorme jambe baissière ici qui a débuté en mars 2022 et qu'on zoome un peu, on va regarder un peu ce qui s'est passé. On va reprendre ça un peu à tête reposée ici. Le 29 mars, le Bitcoin valait 48 000 $, la chute commence, on forme ce petit M pour commencer, on vient chercher un point bas ici aux alentours des 38 000, donc 10 000 $ de perte. Et si on regarde un peu et qu'on met un Fibo, on voit qu'on a rebondi ici jusqu'au 38,2, donc premier arrêt. On continue, donc je garde le même point haut et je prolonge cette baisse ici jusqu'au 25 000. On va voir les rebonds en fait qui se sont opérés pendant cette phase baissière. Et bien ici, on est venu chercher les 23,6 mais pas les 38,2. Vous voyez, ici vraiment le rebond a été très très faible à cet endroit-là. Et si on poursuit cette baisse jusqu'au point le plus bas qui a été atteint récemment, donc le 18 juin, et bien là on observe qu'on n'est même pas revenu au 23,6 de Fibo. Donc on a une chute constante sans rebond. Les rebonds sont très faibles à chaque fois. On rebondit faiblement, on chute très fort. On rebondit faiblement, on chute très très fort. Donc là c'est vraiment un mouvement très puissant que l'on voit depuis le mois d'avril. Et généralement quand on voit ça, on peut espérer, alors évidemment c'est à prendre avec des pincettes, on ne sait jamais ce qui va se passer, on peut espérer que lorsque quelque chose d'intéressant se dessinera avec un W ou voilà qu'un rebond commencera à s'opérer, qu'on verra des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de moins en moins bas, qu'on ait vraiment cette tendance haussière qui commence à s'opérer déjà en 4 heures, enfin déjà en 1 heure, ensuite en 4 heures et pourquoi pas ensuite en daily, eh bien on pourra espérer vraiment aller chercher des objectifs aussi assez importants, notamment pourquoi pas une zone de rechargement. Je sais pas quand ça arrivera, mais ça arrivera très probablement. Et si ça arrive, ça sera pas le moment où il faudra acheter des cryptos. C'est-à-dire que si vous voyez dans 2-3 semaines un Bitcoin à 36-41 000 $, vous aurez probablement des gens autour de vous qui vont commencer à en reparler, peut-être des personnes qui souhaiteront en acheter, mais clairement, c'est pas le moment pour investir. Vous vous en doutez bien, c'est plutôt un moment pour justement se séparer des cryptos que l'on a, puisqu'on semble quand même entrer dans une phase de bear market qui pourrait durer quand même assez longtemps. Et donc si c'est le cas, les rebonds sont des opportunités forcément pour vendre dans une phase de marché baissier. Après attention, là je suis en train de vous dessiner ça à l'écran, bien sûr je l'ai évoqué tout à l'heure et on n'est pas à l'abri que l'on vienne chercher les 12 000. Vous le savez, je ne sais absolument pas ce qu'il va se passer sur le cours, je vous donne simplement les niveaux de résistance sur lesquels il est intéressant de vendre, les niveaux d'achat sur lesquels nous sommes actuellement, c'est probablement un bon niveau d'achat en tout cas pour lisser, même si on retourne aux 12 000, pour lisser des achats, vous voyez, puisqu'on est sur des bougies rouges, on est sur des chutes, on est sur des points de support. Voilà, on n'est pas sur un point de résistance aujourd'hui sur le graphique du Bitcoin. Voilà, donc ça c'était la petite analyse rapide. Je vais enchaîner avec l'order flow. On va regarder quelque chose d'intéressant, notamment le fait qu'on ait un intérêt croissant sur les contrats dérivés, ici en tout cas sur la plateforme Binance, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'amusent à trader avec levier
en ce moment. On voit que les funding rates, eh bien, effectivement, il y en a eu des négatifs, mais qu'aujourd'hui, donc depuis, en fait, là je suis en daily, hein, donc depuis ici, approximativement le 28 mai, depuis cette période, on a un open interest qui monte et on a finalement un funding rate qui reste quand même assez positif. Plus positif que ce que c'était au préalable. Donc c'est pas forcément bon signe en tout cas pour le Bitcoin. On pourrait estimer en voyant ça qu'effectivement une purge supplémentaire pourrait s'opérer pour aller liquider toutes ces personnes qui sont surexposées en levier au niveau du prix du Bitcoin. Si on compare ça avec cette phase-ci, qui était un bottom, hein, c'est justement pour ça qu'on va la comparer, c'est intéressant de voir. Eh bien ici, regardez, là on avait eu des pics extrêmes au niveau du funding rate. Donc beaucoup de personnes qui passaient à la vente sur le marché avec levier. D'ailleurs, regardez, l'open interest ne faisait que monter. Et ça, en fait, ce sont des signaux lorsque l'on voit notamment cette dernière phase, en fait, là où vraiment ça a été extrême au niveau de la vente à découvert, c'était ici, vraiment pendant cette période-là. Cette phase où le Bitcoin est descendu petit à petit, tranquillement. On a eu des clôtures en dessous, des clôtures précédentes, on avait vraiment cette jolie tendance baissière, mais finalement on n'a pas cassé cette ligne, hein. Regardez que je suis en train de tracer de façon très approximative à l'écran, on n'a pas cassé vraiment par le bas en fait, hein. Et derrière, regardez, le rebond s'est opéré, effectivement, beaucoup de personnes étaient en vente à découvert et ça se visualisait sur le funding rate, effectivement avec cette mèche, hein, regardez, que l'on observe ici, à cet endroit-là. C'est pas le cas, hein, encore aujourd'hui. Regardez, je suis ici sur le graphique du funding rate. Les gens ne sont pas en train de vendre à découvert, mais sont plutôt en train d'acheter aujourd'hui. Et ça, c'est pas bon signe. On a un open interest qui monte, certes, mais peut-être que la purge peut continuer. En tout cas, il y a de la liquidité probablement à aller chercher plus bas. Est-ce qu'on va y aller? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai qu'entre les 17 et 12 000, il y aura de la liquidité. Puis honnêtement, je ne suis pas étonné de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont bullish, en tout cas sur tout ce qui est contrat dérivé ici, sur le Bitcoin. On voit que le sentiment général dans les cryptos, mais ça ne prend pas forcément en compte l'histoire des contrats dérivés, les personnes qui font de trading court terme, effectivement, il est faible. Donc sur le long terme, on peut estimer qu'on est sur un niveau, quoi qu'il arrive, intéressant. Malgré tout, sur le court terme, et avec les contrats dérivés qui existent aujourd'hui et des personnes qui vont essayer de faire du trading avec levier, on a quand même beaucoup plus de personnes qui semblent acheter en ce moment. Et effectivement, pourquoi? Parce que les 20 000 $, c'est un chiffre psychologique rond sur lequel on peut essayer de jouer un trade. On peut essayer de jouer un trade ici aux 20 000 $. Pourquoi? Parce que c'est l'ancien sommet quand même de 2018. Regardez. Ici, donc regardez, on est pile poil dessus, on a cette ligne pointillée ici, hein. Donc on vient chercher un nouveau sommet et on reteste cet ancien sommet. Ça, c'est un point de support très pertinent. Sauf qu'on l'a déjà percé par le bas parce qu'on allait chercher les 17 000 et quelques. Aujourd'hui, les personnes qui voulaient acheter au spot à 20 000 ont pu le faire. Il y a probablement plusieurs types de personnes. Il y a ceux qui savent ce qu'ils font, qui ont leur plan en tête, qui vont acheter en lissant des achats sur plusieurs points d'entrée, etc. Et que donc si on revient aux 10 000, ils vont pas paniquer, ils vont simplement racheter. Il y a aussi les personnes qui ont probablement mis tout l'argent qu'ils voulaient consacrer aux cryptos directement sur ce prix des 20 000, peut-être même plus que ce qu'ils voulaient consacrer parce qu'ils ont un peu FOMO. Et à ce moment-là, si le Bitcoin divise encore son prix par deux, ces personnes-là risquent de paniquer et en fait de revendre à perte leur Bitcoin simplement 2 mois après les avoir achetés. En plus de ça, il y a ceux qui sont sur les contrats dérivés. Donc là, sur les contrats dérivés, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à l'achat et que effectivement le scénario que l'on voudrait voir pour un petit rebond ici sur le Bitcoin semble ne pas se produire. En tout cas, on est sur quelque chose de bien différent de ce qui s'est passé ici. En fait, c'est vraiment cette partie-là, cette dernière partie qui avait eu lieu entre le 4 et le 30 juillet que l'on aimerait voir. Peut-être que ça peut arriver dans les prochaines semaines, c'est-à-dire un Bitcoin qui chute, qui vient chercher un point plus bas que le précédent, ici sur une mèche hebdomadaire, par exemple au 16 200, 16 000, qu'on vienne liquider ces personnes qui sont surexposées en levier ici pour que ensuite l'inverse se produise et que effectivement beaucoup de personnes passent à la vente et ne croient plus du tout au rebond du Bitcoin. Et ce sera peut-être à ce moment-là qu'on aura notre réel rebond. Allez, on va passer sur les altcoins désormais ici. Alors sur ce graphique, on exclut finalement les deux plus gros stablecoins, à savoir l'USDC et l'USDT. On avait donc un joli canal que l'on a cassé par le bas ici le 9 mai. Ça correspond bien à ce bear market assez violent que l'on a vécu au début de cette phase assez violente. Et là, vous voyez que voilà, on commence à rebondir sur un niveau qui est sur ce graphique assez pertinent. Malheureusement, j'ai moins d'historique puisque là, j'ai intégré les stablecoins. Enfin, en tout cas, je les ai soustraits et on n'avait pas suffisamment d'historique. Malgré tout, on voit que ça correspond quand même à cet ancien rebond. Donc ça, c'est intéressant de le voir. Et puis, on a 2 semaines consécutives dans le vert. Donc moi, j'ai commencé pour ma part, notamment grâce à ce deuxième graphique, puisqu'on est venu chercher cette zone de résistance, mais je le passerai après. J'ai commencé à me séparer de quelques altcoins.
au profit du Bitcoin. Et c'est vrai que si l'altcoin dominance continue de grimper comme ceci, eh bien je vendrai petit à petit mes altcoins pour acheter du Bitcoin. Parce que j'ai envie de lisser et de sécuriser mon portefeuille tout en restant investi dans les cryptos, c'est-à-dire en possédant du Bitcoin bien sûr. Donc c'est toujours pareil, moi je raisonne par palier, donc oui j'ai commencé ma première revente d'altcoin ici, d'un pourcentage très faible, je ne sais plus exactement combien en fait, je m'en rappelle mais je ne vais pas vous dire le chiffre, je ne vais pas influer finalement vos décisions puisque c'est à vous de les prendre, mais voilà par exemple moi j'ai revendu ici entre 10 et 20% de mes altcoins, et je continuerai de le faire si ça monte, notamment si on revient sur cette ligne de résistance. Ce qu'on peut faire ici, donc pour faire quelque chose d'un peu plus joli, c'est prendre un Fibo qui récupère cette baisse au niveau de cette altcoin dominance et voir que voilà, ce niveau-là peut être pertinent. Alors attention, c'est pas parce qu'on vient ici qu'il faut aller regarder, vendre ces altcoins sans forcément regarder leur graphique par rapport au Bitcoin. Là, c'est pas parce qu'on vient ici que tous les altcoins ont performé, vous voyez. Ça peut très bien être le Binance Coin qui principalement a permis cette dominance, etc. Généralement, ça reste quand même des vagues et quand on a des cryptos qui montent, la plupart montent, mais on a quand même des secteurs, il faut bien différencier certains secteurs, et c'est possible qu'il y ait des crypto-monnaies qui ne performent pas du tout par rapport au Bitcoin, alors que d'autres, oui. Donc voilà, c'est quand même intéressant de regarder chacune d'entre elles, en tout cas, par rapport au Bitcoin. Par exemple, voilà, on voit qu'on a ici une altcoin dominance qui monte depuis 2 semaines. Si je regarde donc le BNB par rapport au Bitcoin, on va essayer de regarder si le Binance Coin a permis cette hausse, en tout cas sur l'altcoin dominance. Et la réponse est oui, la réponse est même que le Binance Coin se comporte très bien en ce moment, beaucoup mieux que l'Ether par exemple, puisque si on regarde son graphique par rapport au Bitcoin, on est quasiment sur ce sommet ici de mai 2021. Donc en réalité, moi, personnellement, je me suis séparé quand même d'une assez grosse quantité, enfin. C'est pareil, c'est chacun ses décisions. Peut-être que c'est une bêtise, mais c'est pour ça que je le fais par palier de toute façon et que j'en ai gardé. Mais je veux dire, là pour moi, c'est intéressant de se séparer quand même de ces Binance Coin. Pourquoi ? Parce que on voit à cet endroit-là qu'on a le RSI qui descend, donc l'intérêt qui diminue. Finalement, le prix qui ne vient pas casser ces sommets. On rentre plutôt dans une phase de bear market. Donc oui, ça peut arriver que le Binance Coin revienne chercher des niveaux inférieurs. Si on récupère toute cette hausse et qu'on prend un Fibo, vous voyez, on a quand même les 61,8 ici au 0,005, ce qui représente quand même un prix 2 fois moins élevé pour un Bitcoin au même prix. C'est-à-dire que là, on aurait un Bitcoin par exemple au 20 000. Ici, si le Binance Coin par rapport au Bitcoin descend à la ligne que je viens de vous citer, le Binance Coin vaudrait plus que 108 $. Vous voyez ? Donc c'est pour ça, il faut faire attention. On est quand même très haut sur ce graphique du Binance Coin. Mais je le rappelle, tout est à prendre avec des pincettes. Si c'est pas quelque chose que vous voulez faire, si vous pensez que le Binance Coin est une crypto-monnaie qui va énormément performer dans les années à venir et que pour vous c'est votre crypto favorite, etc., peut-être que ça peut être intéressant de s'en séparer pour du Bitcoin, mais faites un pourcentage faible, vous voyez, et comme ça si on chute, vous direz bon heureusement j'en ai revendu un petit peu, mais vous assumez votre perte latente entre guillemets, parce que si vous êtes dans ce contexte où c'est votre crypto favorite, etc., j'ose espérer qu'avec une crypto qui divise par 2 son prix, vous n'allez pas la revendre à ce moment-là. Dans ce cas-là, vous êtes convaincu effectivement de cette crypto, même si elle divise son prix par 4, par 5 ou par 10, vous allez la garder, vous allez la hold jusqu'au prochain cycle parce que c'est votre crypto favorite, vous voyez. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment ce contexte-là que je cite. Si jamais c'est une crypto que vous avez comme ça, mais vous avez quand même un doute, etc., vous n'êtes pas trop sûr de vous avec ce genre de crypto, à ce moment-là, si ça descend et que vous le gardez, vous allez risquer de le revendre au pire moment, vous allez paniquer, etc., parce que finalement, vous étiez déjà pas convaincu avant, donc là, vous l'êtes encore moins avec un prix qui divise par 2. Donc c'est pour ça qu'en fonction de comment est-ce qu'on perçoit la crypto, finalement, les décisions que l'on doit prendre ne doivent pas être les mêmes. Parce qu'on ne va pas réagir de la même façon, on ne va pas réussir à hold si ça chute, si jamais on ne croit pas du tout au projet, vous voyez. Bref, j'en ai fini avec ça, on va continuer du coup, comme je le disais, avec quelques altcoins qu'on va aller analyser maintenant. Alors on fera le portefeuille fictif et les achats par palier, la stratégie que l'on a établie sur les altcoins, qui effectivement aujourd'hui, on a un portefeuille négatif puisqu'on a un marché qui n'est pas favorable, mais c'est pas grave, on lisse justement les achats, tout ce dont je vous parle par rapport au palier, au lissage, je l'exprime ici dans ces exemples, mais je vais pas le faire aujourd'hui parce que j'ai pas trop le temps. On va aller analyser des altcoins, voilà, on va en prendre quelques-unes du top 20 et on va aller regarder un peu leur graphique et on fera le portefeuille fictif lors de la prochaine émission. Je précise juste que ce tableau, tout de même là que vous avez à l'écran, je vous le partage, ça récupère le prix des cryptos en temps réel, donc ça c'est pratique en fait, ça s'actualise toujours en temps réel, vous savez combien vous êtes en train de gagner ou perdre de façon constante.
Et pour en savoir plus là-dessus, hein, vous allez sous l'émission du jour, là j'ai pris la précédente pour vous montrer simplement à l'écran. Vous allez cliquer sur le plus dans les commentaires ici ou sur tout simplement le titre pour avoir la description. Et là dans la description vous avez une vidéo où j'explique très bien ce tableau en détail. Et il y a un lien ici, excusez-moi, vous allez tomber sur le site de CryptoOrganize pour effectuer une donation si jamais vous souhaitez obtenir ce tableau. Voilà, je le fais sous l'échange de donations. Allez, c'est parti, on va continuer, on va regarder pour commencer Matic par rapport au dollar. Donc si on regarde le graphique long terme, finalement on voit simplement une énorme chute et un petit rebond, un léger rebond. En fait c'est un actif qui est quand même très volatile et en fait ce léger rebond n'est pas si léger que ça puisque ici on a quand même 70% et si on regarde sur 7 jours Polygon donc 22%. C'est une des crypto-monnaies qui a le plus performé par rapport ces 7 derniers jours. On va les zoomer d'ailleurs là-dessus. On voit que quand même sur le long terme il y avait quelque chose d'intéressant à voir. Donc là ici nous étions en mai 2021, ici en décembre 2021, donc c'est vrai qu'on avait un cours qui montait, un RSI qui descendait. Bon, ça c'était pas signal de marché baissier, malgré tout à cet endroit-là précis, on a confirmé la divergence, et là en revanche ça nous donne le signal que peut-être on est en train de rentrer dans un marché baissier un peu plus long. Et c'était lorsque le prix était sur 1,50$, vous voyez, mais c'est quand même compliqué, hein. Quand on a cette confirmation-ci, vous voyez, c'est quand même compliqué de revendre. Pourquoi? Parce que psychologiquement, on se dit quoi? On se dit, bah, j'ai pas vendu à 3$, pourquoi est-ce que je vendrais maintenant à 1,50$? Mais en fait, la confirmation baissière nous avait été donnée et c'était clairement le moment de revendre. Un robot qui trade, qui voit les divergences, qui voit la confirmation, agit uniquement avec ça. Alors que nous, en tant qu'être humain, on agit avec des émotions et on a l'impression de perdre son argent puisqu'on n'a pas vendu à 3$ pour vendre à 1,50$. Certes, même si on l'a acheté plus bas, on a quand même l'impression d'avoir perdu cet argent. Alors qu'en fait, non, c'est pas le cas. Et ça, bien évidemment, c'est compliqué à gérer. Si on reprend un peu ce graphique également et qu'on prend un Fibo qui récupère toute cette hausse, on voit qu'on est revenu quasiment aux 90 de Fibo, les 30 centimes, on les a pas touchés de façon parfaite. On rebondit un peu dessus, mais vraiment aucun signal de marché haussier pour l'instant. C'est vrai qu'on a eu une semaine dans le vert, comme on l'a vu sur la map. Malgré tout, au niveau du graphique, c'est pas forcément très propre. En fait, c'est juste un rebond technique et d'ailleurs, on n'a pas cassé encore de niveau. Mais il y a quelque chose d'intéressant que l'on peut constater. Donc, on peut se mettre ce canal, qu'on peut étendre effectivement. On fait un petit copier-coller, on se le met sur la ligne basse comme ceci. Voilà, on peut l'étendre un peu plus bas ici parce que on a eu cet excès baissier à cet endroit-là. On a la divergence au niveau du RSI qui s'est formé et qui s'est confirmé. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Ici, le RSI qui monte, le cours qui descend et la confirmation de la divergence. Cette fois-ci, si je replace correctement ma neckline au niveau du RSI, qui a été effectué ici. Donc c'était il y a 4-5 jours lorsque nous sommes venus chercher les 60 centimes. Là, on retrace légèrement et on peut s'attendre effectivement, mais c'est pas encore, il n'y a pas eu de confirmation ultime avec de structure, on peut s'attendre pourquoi pas à une structure qui se produit, notamment au vu de ce début de divergence, et pourquoi pas un Matic qui continue un peu sa poursuite haussière. Ce qui collerait finalement avec l'altcoin dominance et une poursuite haussière, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'altcoin dominance. Donc ça c'était pour Matic qui finalement sur la map a l'air d'avoir eu une énorme performance en une semaine de 22%, alors qu'en fait en réalité graphiquement parlant c'est pas si incroyable. Il faut bien comprendre que là ils prennent 7 jours pile poil et que donc chaque heure en fait ça s'actualise à nouveau par rapport à l'heure d'il y a 7 jours de façon précise. Donc c'est beaucoup moins pertinent bien sûr et c'est logique de voir ces pourcentages que de regarder les graphiques. On comprend bien le principe. Tiens, je suis en train de voir que Terra Classic vaut désormais 7 centimes, mais j'en ai gardé quand même une certaine quantité, donc je suis content de voir cette performance s'opérer. C'est effectivement pas le stablecoin que je privilégiais à l'époque, puisque c'était décentralisé, etc., mais j'en avais tout de même une petite quantité. J'aimais bien diversifier mes fonds, que ce soit au niveau des stablecoins ou des cryptos. Aujourd'hui, j'avais décidé d'ailleurs de les conserver. J'ai pu avoir l'airdrop du nouveau Luna, et aujourd'hui, je suis content de voir que même le Terra Classic USD performe de nouveau. J'aurais bien aimé voir une crypto qui n'a pas un graphique similaire aux autres parce qu'en fait la plupart des cryptos se ressemblent toutes. Alors je tiens à préciser également que Tencent se comporte très très bien, il n'a pas subi du tout et ça c'est très intéressant parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui étaient là depuis le début sur la chaîne, j'avais présenté ce projet, je l'avais présenté alors que le token n'était même pas lancé, etc. Et c'est vrai que le principe même du projet
était justement, et c'est ce qu'ils revendiquaient grâce à leur tokenomics, que je trouvais d'ailleurs complètement incroyable, qu'ils ne subiraient pas les bear markets. Alors je l'avais présenté de cette façon, sans être convaincu à 100%, forcément, que ça allait être le cas, vous savez, même si j'avais très bien étudié le tokenomics et je trouvais ça très bien, derrière ça dépend quand même de la team et de ce qu'ils font. Il se trouve qu'aujourd'hui ça s'est très bien passé et qu'ils n'ont pas du tout subi, ils sont très intelligents dans leur façon de gérer ce token et comment est-ce qu'ils se comportent avec le temps, notamment avec des burns, etc. Ils ont créé un NFT récemment qui permet d'avoir un accès à vie au launchpad de Tencent. Il fallait déjà avoir l'allocation et bloquer des Tencent avant pour pouvoir obtenir le NFT. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils préfèrent privilégier la montée de leur crypto-monnaie parce que finalement, ils ont vendu ces NFT en Tencent et ils ont brûlé les Tencent. Ils ont même brûlé les allocations que les gens avaient en Tencent, ce qui a permis de maintenir son prix. Et même avant que cette histoire de NFT arrive, le prix se maintenait. Pourquoi ? Parce qu'il est backé par un certain nombre d'actifs différents, assez différenciés, on va dire, avec beaucoup de secteurs différents, ce qui permet quand même d'éviter cette phase baissière, enfin en tout cas de ne pas subir ce crash assez important. Donc il y a plein d'aspects différents sur ce token, très intéressant. Je vous invite à jeter un œil au site. Bien sûr, je ne vais pas tout redétailler là aujourd'hui, courant de l'émission, mais je pense que je le referai. Je referai une émission consacrée à Tencent parce que vraiment j'admire leur intelligence économique et finalement la façon dont ils ont géré le système. Donc là, on est à 3,70$. Regardez ici, nous étions en novembre 2021. Ici, c'était le sommet du Bitcoin. Voilà, Tencent valait 98 centimes. Vous voyez, derrière, on fait des zigzags comme ça, entre les 3$ pour revenir au 1,40$, toucher les 4,60$, etc. Donc c'est vraiment une crypto qui est assez stable, mais qui quand même prend de la valeur. Regardez, entre ce niveau-là et ce niveau-là, on a quand même x3, x4. Donc on n'a pas eu de performance équivalent à x10, x20, sauf pour ceux qui l'ont eu au tout début, effectivement, lors de la prévente. Mais sinon, vraiment, c'est une crypto qui se stabilise. Et c'est un peu leur objectif, d'avoir quelque chose où il n'y a pas de surspéculation et où le prix représente quand même sa juste valeur. Et c'est le cas, je pense, encore aujourd'hui pour Tencent. Donc quel graphique un peu différent on pourrait regarder le BAT. Donc le Basic Attention Token, ici par rapport au dollar, le graphique est à peu près similaire à celui de Matic. Ça va être compliqué de trouver quelque chose de différent, je pourrais, mais là j'ai pas forcément, comme je le disais, trop le temps. On va regarder un peu ce graphique tout de même. C'est une crypto-monnaie qui m'intéresse clairement. Si on reprend un peu toute cette hausse-ci, donc entre vraiment le point le plus bas ici et le point le plus haut ici, on observe qu'on a retracé 90%. C'est vraiment similaire à Matic, c'est-à-dire qu'on est venu chercher ce niveau des 0,90 avant de rebondir. Est-ce qu'on peut aller plus bas ? Oui, bien sûr. Par contre, là, ça commence à être des prix relativement intéressants. Mais c'est pour ça que c'est compliqué d'investir dans les altcoins en général, parce qu'on voit 37 centimes, je vous dis c'est un prix intéressant, mais on peut revenir très bien au 26, comme on peut aller plus bas au 20 ou au 15 centimes, donc diviser encore le prix par 2, peut-être même plus, donc attention. Malgré tout, quand on regarde sa valeur au préalable, qui était donc de 1,80$, on se dit que si on a un prochain cycle, etc., et que sur la vision long terme, on est tout de même sur une fenêtre assez basse sur laquelle il est intéressant de lisser des achats, même si son prix divise encore par 2 ou par 3. Voilà, donc c'était un peu ce que je voulais vous exprimer ici. Je vais m'arrêter là pour l'émission du jour. J'aurais aimé vous passer plus de crypto, on le fera lors de la prochaine émission puisqu'on parlera du portefeuille fictif qu'on a déjà alimenté par cet ensemble de crypto-monnaies. Il y en a 35, il nous en reste 5 à ajouter, on le fera ensemble et on ira voir à nouveau ces crypto-monnaies que l'on a déjà analysé parce que en fait il y a 3 paliers à mettre d'achat par crypto-monnaie. La plupart ont déjà reçu 2 paliers, certaines d'entre elles ont reçu même qu'un seul palier. Donc on va pouvoir essayer d'observer si cette confirmation effectivement ultime où le dernier palier sera accordé a été atteint. Même si je suis sûr que non, puisqu'on est encore dans cette phase baissière, ça va prendre du temps à se construire. On aimerait bien voir des W weekly, des divergences pour pouvoir effectivement investir le dernier palier sur l'ensemble de ces crypto-monnaie. Voilà, donc j'en ai fini avec ça, on en reparlera lors de l'émission suivante. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.